Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à l'ITSEN. Merci M. Dien pour l'invitation. Donc c'est un plaisir aujourd'hui de m'adresser à vous pour partager quelques réflexions à ce sujet qui est essentiel au développement économique de nos territoires. Donc permettez-moi de commencer par une comparaison. Au XIXe siècle, les gares ferroviaires ont transformé les économies. Les villes qui étaient connectées au grand réseau de transport attiraient les entreprises, les investissements, les talents et les échanges commerciaux. Elles devenaient des pôles de croissance. À l'inverse, les territoires qui étaient restés à l'écart de ces infrastructures perdaient progressivement en compétitivité. Au XXIe siècle, de nos jours, les data centers jouent un rôle comparable à ces gares du XIXe siècle. Ils constituent les infrastructures qui permettent l'économie numérique de fonctionner. Ils accueillent également les données, les applications, les services cloud, les plateformes numériques et demain les systèmes d'intelligence artificielle qui vont façonner notre avenir. Comme les gares d'hier, ils concentrent les flux, non plus les flux de marchandises de voyageurs, mais les flux de données. Et comme les gares d'hier, ils contribuent à créer de la richesse, à renforcer l'attractivité. Alors la question qui se pose aujourd'hui est donc simple. L'Afrique participera-t-elle pleinement à cette nouvelle révolution infrastructurelle ou se contactera-t-elle dans n'être consommatrice? Donc je me présente Boubacar Falsi, je suis directeur général de PEX Data Center, donc Pan-African Internet Exchange. C'est un multinational qui est hollandais et qui aujourd'hui développe, fait le design, fait la construction et fait l'exploitation de plusieurs data centers au niveau de l'Afrique. Donc nous sommes dans 5 pays en production commerciale, mais nous avons l'ambition d'être dans 28 pays dans les 2 prochaines années à venir. Donc avec comme financement Africa 50, donc financement africain, infrastructure africaine pour un besoin africain. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler pendant quelques minutes de data center et de souveraineté numérique. Je vais essayer de convaincre que ce que vous allez entendre concerne moins l'informatique que la place de l'Afrique dans le monde dans les 20 prochaines années. Donc on va commencer. 2 chiffres pour commencer. Alors, moins de 1%, c'est la part des capacités mondiales de data centers qui se trouvent sur le sol africain. 19%, c'est la part de l'humanité qui vit aujourd'hui en Afrique. Bientôt, un habitant de la planète sur 4 sera africain. Et demain, peut-être 1 sur 3 sera africain. Et en termes de présence data center, nous faisons la taille de la Suisse. Donc moins de 1% de capacité mondiale de calcul pour près d'un cinquième de l'humanité. Voilà l'équation avec laquelle nous vivons chaque jour, souvent, sans y penser. Mais ce n'est pas simplement un déséquilibre, c'est une dépendance qui est structurelle. Et je vais vous montrer dans les prochaines minutes qui viennent pourquoi cette dépendance est en train de devenir l'un des sujets les plus stratégiques du continent. Mais avant cela, je voulais faire quelque chose de très simple. Je voudrais vous faire participer. J'ai une question, une seule. Vous demandez de lever la main sans réfléchir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On lève la main si vous savez précisément où sont hébergées vos données d'entreprise, les données que vous utilisez, les messages WhatsApp que vous envoyez, tout ce que vous faites. Voilà, moi-même je ne lève pas la main. Et merci. Ce que vous venez de me montrer, c'est exactement le problème.
Pas parce que ne pas savoir est grave en soi, mais parce que dans notre métier, comme dans nos économies, ce que nous ne voyons pas, nous ne le contrôlons pas. Et ce que nous ne contrôlons pas, quelqu'un d'autre le contrôle à notre place. Alors prenons un peu de recul. On parle beaucoup de transformation digitale. Depuis ce matin d'ailleurs, on en parle dans cette salle. Depuis 15 ans, dans toutes les conférences, dans tous les rapports, dans toutes les stratégies gouvernementales. Mais la transformation digitale, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas une application, ce n'est pas la connexion Wi-Fi. La transformation digitale, c'est de la physique. Voilà. C'est de la physique, c'est des infrastructures. Elle se repose sur 3 éléments qui sont très concrets et très matériels. C'est des réseaux performants, tout ce qui est réseau télécom. C'est une sécurité qui est maîtrisée et c'est des data centers qui sont souverains. Tout ce que nous voyons à l'écran, chaque jour, est porté par ce que nous ne voyons pas. Parce que nous ne voyons pas. Chaque paiement de mobile money, chaque message WhatsApp que nous envoyons, chaque déclaration, que ce soit déclaration d'impôt en ligne ou autre, parce qu'on a parlé ce matin de la fiscalité, tout cela voyage dans des câbles, s'arrête dans des bâtiments et se traite sur des serveurs. Et ces serveurs, s'ils ne sont pas chez nous, alors ce qui nous appartient est hébergé plutôt chez quelqu'un d'autre. Le data center, et je vais y insister dessus parce que la plupart des gens ne le réalisent pas encore, est devenu un élément essentiel dans nos économies, pour 4 raisons. Alors, premièrement, le développement numérique, parce que, comme vous le voyez, c'est l'ossature d'une économie numérique qui est moderne. C'est là, aucune application ne fonctionne sans un data center, sans le serveur qui est hébergé dans un data center. Aucun service en ligne, aucune plateforme. Et en deuxième point, nous voyons que c'est la partie de la gestion des données. C'est là que l'on décide qui les stocke, qui les traite et qui les consulte. Et surtout, qui peut y accéder en cas de désaccord. Donc, troisième point, nous avons la puissance à la demande qui est le cloud computing. Cette puissance de calcul à la demande sans laquelle il n'y a ni passage à l'échelle, ni innovation, ni intelligence artificielle. Et en dernier point, la continuité d'activité. Quand un système tombe, et tout système tombe un jour, c'est là le vrai rôle d'un data center qui prend le relais. D'un data center, j'ajouterai le mot local, qui prend le relais. Sans lui, nous devenons aveugles. Et sans lui, nous devenons aveugles. Et 4 fonctions vitales, un seul lieu physique, le centre de données. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus considérer ces bâtiments comme de simples équipements techniques. Ce sont les actifs stratégiques des nations. Et vous connaissez maintenant le contexte. Mon objectif est très simple, c'est de vous sensibiliser à l'importance des infrastructures numériques. Pas dans l'abstrait, pas dans un sujet de rapport gouvernemental, concrètement parce que ces infrastructures conditionnent deux choses qui sont très précieuses au développement de l'économie nationale. Le premier, c'est la compétitivité des entreprises, parce que votre capacité à servir vos clients plus vite, mieux et moins cher que vos concurrents. Et le deuxième, c'est la souveraineté numérique nationale de nos nations. Notre capacité collective à ne pas dépendre de puissances extérieures pour les données les plus sensibles. Donc ces enjeux, ces deux enjeux, ils sont indissociables. C'est un couple. Et c'est un couple non négociable. Ils vont ensemble. Voilà.
Et pour vous convaincre, je vais organiser notre conversation autour de ces quatre questions. Pourquoi les data centers sont-ils devenus stratégiques? Quel enjeu pour l'hébergement des données? Quel impact sur l'économie numérique? Et comment préparer les entreprises aux défis de la technologie? Alors, question numéro... La première question, pourquoi les data centers sont-ils devenus stratégiques? Les data centers sont devenus stratégiques parce qu'ils sont devenus des infrastructures critiques, au même titre qu'un port, au même titre qu'un aéroport ou qu'une centrale électrique. Aujourd'hui, un pays qui fonctionne sans port, c'est un pays qui ne commerce pas. Un pays sans aéroport, il s'isole. Un pays sans électricité, il s'éteint. Et sans data center, les données de ce pays, que ce soit bancaires, dossiers médicaux, identité numérique, secrets industriels, n'ont nulle part où vivre chez elles. Elles doivent voyager, elles doivent se réfugier, elles doivent demander la permission. On peut dire qu'un pays sans data center, c'est un pays sans port numérique. Tout à l'heure, on a parlé des gares au 19e siècle qui se sont construits dans des villes parce qu'il y avait un besoin de transporter le charbon, l'acier, les ouvriers. Et on s'est rendu compte qu'au fil du temps, les villes où il n'y avait pas de gare, ils étaient beaucoup moins développés que les villes où il y avait des gares. Parce que tout simplement, autour des gares, il y avait tout un écosystème économique qui se mettait en place de façon qui se développait un peu. Et les villes où il n'y en avait pas, il n'y avait pas ce déplacement. Donc aujourd'hui, on en est là avec les data centers. Si je fais un peu l'analogie avec le transport, le data center joue un peu le rôle de l'aéroport des télécommunications. On a les câbles sous-marins qui arrivent dans les pays pour apporter de la capacité Internet au pays. Donc l'analogie avec le transport, c'est les avions qui partent des autres pays pour amener les personnes au niveau de notre pays, du Sénégal. Donc ces avions atterrissent au niveau des aéroports. Ces câbles sous-marins aussi, il faut qu'ils atterrissent quelque part qu'on appelle les landing stations et cable landing station, et c'est dans des data centers qu'ils arrivent. Ils amènent les données et il faut que les opérateurs locaux viennent chercher les données pour servir les clients finaux pour que moi, vous, que nous puissions nous connecter sur notre téléphone quand on a besoin d'avoir une information sur Internet. Et ces opérateurs locaux peuvent être comparés avec les transports locaux, les taxis, les bus, tout ce qui transporte les gens de l'aéroport à chez eux. Et donc, le data center représente un peu cet aéroport qui se comporte comme un meet-me room, une salle de rencontre où l'Internet est échangé. Parce qu'à la fin de la journée, que ce soit la fibre optique, que ce soit les câbles sous-marins, c'est des véhicules qui transportent nos données. On fait une demande sur Internet, elle part chez l'opérateur qui part dans le data center, ça sort au niveau des câbles sous-marins, ça va chercher l'information, ça revient. Même si c'est aussi rapide d'avoir cette réponse, il y a tout ce trajet-là, tout ce voyage-là qui a été fait par nos données. Donc, pour revenir un peu à la présentation, rappelez-vous de ce slide que je vous avais montré au début de la présentation. Moins de 1% de capacité mondiale sur la présence des data centers au niveau de l'Afrique et 19% de la population mondiale. Concrètement, cela signifie que lorsqu'un utilisateur envoie un message depuis Dakar, celui-ci peut faire un détour par Marseille avant de revenir à quelques kilomètres. Je suis assis avec M. Diop sur la même table. Il me demande de lui envoyer une photo
qu'on vient de prendre sur WhatsApp, les données que je lui envoie, avant d'aller directement chez M. Diop, ils vont aller voyager. Ils vont sortir du territoire national et revenir chez lui. C'est ce que ça signifie. Donc aujourd'hui, en ayant des data centers, comment on peut rendre la latence beaucoup plus, ou tout simplement le parcours de ce message-là beaucoup plus lent, c'est que la donnée ne sort pas du Sénégal. La donnée va dans le data center et va directement sur le téléphone de M. Diop. Tout simplement parce qu'il nous manque encore le maillon qu'il faut, les caches qu'il faut, les serveurs qu'il faut, en tout cas les fournisseurs de contenu à venir s'installer ici au Sénégal dans les data centers. Alors, cela signifie, en d'autres termes, qu'une banque sénégalaise peut interroger également des serveurs de Francfort avant de vous afficher votre solde, qu'un hôpital peut consulter des données hébergées dans les infrastructures qu'aucun de nous n'a jamais vues. Nos données voyagent avant de nous répondre. Et c'est une phrase à retenir, hein, les données qui voyagent avant de nous répondre pour la suite de la présentation, parce qu'elle est au cœur du sujet. Mais comme on dit, ce qui se passe actuellement au niveau de l'Afrique n'est pas une fatalité, c'est une anomalie historique qui a toujours été là, qu'on doit pouvoir rattraper. Et les anomalies historiques se corrigent comment? En respectant une séquence. Et c'est cette séquence qui est à l'ordre de développement, qui est non négociable pour en tout cas atteindre la digitalisation dont nous parlons tous. Une séquence et cette séquence, c'est l'histoire qui nous l'a enseigné, hein, parce que ce soit la Corée du Sud qui est arrivée, Singapour qui est arrivé, l'Estonie qui est arrivée, le Rwanda et Kenya sont aujourd'hui en train de suivre ce roadmap pour pouvoir y arriver. Donc il faut d'abord libéraliser les télécommunications en premier point. Parce qu'une bonne concurrence au niveau des télécommunications forcément va drastiquement baisser le prix de la connectivité au niveau de l'utilisateur final. Il va augmenter la qualité. Parce que quand il y a une concurrence, forcément, on est très à cheval sur tout ce qui est qualité de service, expérience cliente, donc on fait tout pour que le client puisse être content. Ensuite, il faut déployer de la fibre. Quand on a de la donnée, quand on a les opérateurs, il faut les véhicules pour pouvoir transporter cette donnée-là ici au niveau local. Il faut créer ce qu'on appelle les IXP, les points, créer des Internet Exchange Points, des points d'échange Internet qui sont locaux, qui vont un peu comme la banque permettre de mettre en place une interconnexion. Parce qu'aujourd'hui, on a différentes entreprises, mais nos données ne se parlent pas. On a 3 opérateurs télécoms qui ne sont pas virtuels et un opérateur qui est virtuel, je pense. Et ces trois opérateurs, ce qui se passe aujourd'hui, ils ont chacun leur propre infrastructure télécom. C'est-à-dire que c'est très bien, mais moi personnellement, je pense que c'est une perte pour ces opérateurs parce qu'ils investissent des milliards sur quelque chose qui aurait pu être en agrégation. Et même pour l'AGEROUTE, pour l'État du Sénégal, on aurait pu mieux préserver les chaussées des routes parce qu'ils sont cassés 3 fois pour mettre la fibre optique, alors que l'opérateur historique aurait pu peut-être se positionner en fournisseur d'infrastructures télécom. Et ça aurait été beaucoup plus simple pour nous tous, beaucoup moins cher pour la connectivité, parce que beaucoup moins cher pour l'appel, parce qu'il y a des coûts d'interconnexion qui sont payés. Quand moi, de chez Free, j'appelle un autre opérateur, il y a des coûts d'interconnexion qui sont payés et c'est des coûts qui sont supportés par le client final. Donc la mise en place de ces points d'échange Internet permet de pouvoir corriger
un peu cette anomalie qui est là. Bon, là, j'ai pris l'exemple des opérateurs télécoms, mais j'aurais aussi pu prendre l'exemple des hôpitaux. Chaque hôpital a des données. Et les hôpitaux, regroupés en communauté avec un point d'échange Internet, les données qui sont au niveau de l'hôpital Le Dantec sont disponibles au niveau de CTO, de façon à ce que le malade il peut aller dans n'importe quel hôpital et tout de suite on a accès aux données. Il faut également ouvrir les stations d'atterrissage des câbles sous-marins, parce que très souvent c'est géré par un opérateur et les autres ils sont pas vraiment avantagés par rapport à ça. Et enfin seulement construire les data centers. Donc les data centers viennent en 5e position. Dès qu'on parle de transformation digitale, on parle beaucoup de data centers, mais les data centers, moi je dis souvent qu'on ne peut pas construire le toit d'un immeuble sans pour autant mettre en place les fondations. Donc c'est les fondations qu'il faut. Et une fois qu'on a cette salle, avec l'écosystème qu'il faut, c'est seulement en ce moment-là que nous pouvons construire tout ce qui est cloud local, tout ce qui est intelligence artificielle et économique numérique avancée. Donc beaucoup de pays veulent atteindre l'étape 6, qui est tout ce qui est cloud, intelligence artificielle sans les data centers. Le cloud sans l'infrastructure, et sauter ces étapes, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, construire un immeuble sans fondation. Alors, la deuxième question, à savoir quels sont quels enjeux pour l'hébergement des données. Il y en a 4 aujourd'hui. C'est la latence, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec le message WhatsApp que je partagerai avec M. Diop. Il y a également la conformité. Partout dans le monde, les régulateurs imposent progressivement que certaines données restent sur le territoire national. Bon, s'il y a des banquiers dans la salle, on sait que, et assureurs sur la partie finance, il y a eu les BAL 1, BAL 2, BAL 3 qui imposent maintenant que les données restent au niveau de la CEDEAO et qu'ils ne sortent pas. D'où ça ramène aussi à une pensée, parce que maintenant les frontières ne sont plus physiques. C'est-à-dire qu'avant, pour amener une voiture de la France, on est obligé, même jusqu'à maintenant, on est obligé de passer par les frontières, d'être identifié, payer tout ce qui est passe avant et puis dédouaner. Aujourd'hui, on rapatrie des données, personne n'est au courant. Et donc, ça mène à une réflexion sur la diplomatie des données entre pays, comment on peut mener la réflexion pour pouvoir mettre en place ça. Parce qu'on parle dans la souveraineté également numérique, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas forcément avoir les données au Sénégal. C'est avoir les données un peu partout dans le monde parce qu'on est dans la mondialisation. Mais la souveraineté, c'est de pouvoir, au niveau de la juridiction, de pouvoir décider de ce que je fais de mes données et qui a le droit de les voir, qu'est-ce qu'on a fait, qui les utilise. Et voilà, donc on est... Non, c'est bon, c'est bon. Donc le 4e point, c'est la continuité, mais pour la continuité, on va en parler avec un exemple plus tard. Voilà. On peut aller au prochain slide. Voilà. Donc l'exemple est là, hein, aujourd'hui. En mars 2024, plusieurs câbles sous-marins, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Le Sénégal n'avait pas été bien impacté, mais plusieurs câbles sous-marins, par un glissement de terre, se sont retrouvés coupés au niveau des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Donc nos voisins étaient beaucoup plus atteints que nous. Et une part importante de la capacité internationale Internet international du continent a été affectée. Imaginez, par exemple, vous qui êtes chef d'entreprise, vous qui êtes dans votre activité, que vos applications critiques soient hébergées à l'étranger, en France,
aux États-Unis quelque part, et que le chemin pour y accéder passe par ces infrastructures-là qui étaient impactées. Donc vos services ralentissent, vos clients attendent, votre activité souffre. Et en même temps, il y a un data center qui est local, qui est là, et où vous avez des concurrents qui ont... les concurrents utilisent ce data center pour pouvoir héberger leurs données. Donc eux, pendant que vous ralentissez, pendant que vous n'avez pas accès à vos données, vous ne servez pas à vos clients, eux, ils accélèrent parce qu'ils ont les données ici. Juste pour vous expliquer un peu un exemple de continuité. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec 5 câbles sous-marins qui arrivent au niveau du Sénégal, qu'on est résilient, qu'on est il n'y a pas de possibilité qu'il n'y ait pas Internet et tout. Mais l'exemple a été quand les 3 câbles se sont coupés en même temps, parce qu'ils passent tous par le même chemin, par un glissement de terre, on s'est retrouvé handicapé de la connectivité Internet. Alors que s'il y avait un data center en local, tout le trafic Internet serait indépendant du câble sous-marin. Parce que Internet, c'est tout simplement aller chercher une donnée quelque part et puis revenir. Enfin, la souveraineté dans se définit être le droit de décider de ce qu'il advient de ces données, où elles vivent, qui y accède quand elles sont supprimées et devant qui l'on rencontre pour ça. Voilà. La troisième question, c'est quel est l'impact économique d'un data center? Un data center est un multiplicateur, il crée des emplois qualifiés, il attire des investisseurs, il génère des revenus fiscaux, il stimule tout un écosystème de start-up et de services numériques. Mais son impact le plus important est indirect. Il rend possible le cloud local, la transformation numérique de l'administration, la modernisation des entreprises. Et surtout, on dit qu'un data center n'héberge pas seulement des données, mais il héberge un avenir économique. Enfin, dernière question, c'est comment préparer vos entreprises aux défis qui arrivent. On peut... Voilà, aux défis qui arrivent. Donc, je vous propose une feuille de route sur... tout à l'heure, on a vu la partie en termes de taux de pénétration de connexion Internet, on a vu 21 millions. Alors que dans les statistiques du Sénégal, on dit que le Sénégal compte 19 millions de personnes à peu près. Donc, on a un taux de pénétration de 112%. C'est un peu pour expliquer. Ce slide-là montre que nous ne sommes pas en retard dans la transformation numérique. Parce que tout simplement, dans les usages, nous sommes en avance, très en avance. Mais il n'y a que la partie au niveau des infrastructures que nous sommes en retard. Mais ça, c'est de la même manière que tout le continent africain, hormis l'Afrique du Sud, qui est un peu en avance, et le Kenya sur cette partie. Donc, la feuille de route que je propose en 5 étapes pour passer à l'action, c'est premièrement, il faut auditer, il faut cartographier vos données, où sont-elles, qui y accède, sous quelle juridiction, comment commencer par les données, les rapatrier, mais en commençant par les données les plus sensibles. Ensuite, en troisième point, il faut former. Investissez dans les compétences cloud, cybersécurité, intelligence artificielle. Ensuite, il faut sécuriser. Construisez une véritable stratégie de cybersécurité et de continuité d'activité que vous devez tester régulièrement. Cinquièmement, il faut être dans l'innovation. C'est seulement à ce stade que l'on peut construire durablement autour du cloud, de l'IA et de l'analyse avancée. Ces 5 étapes nous préparent aux 5 grandes transformations des prochaines années que nous avons ici. 5 défis, 5 opportunités. L'intelligence artificielle, le cloud computing, la partie cybersécurité, l'automatisation et l'analyse avancée.
ces 5 usages ne poussent pas dans le vide, ils poussent dans une infrastructure. Hein. Il faut un data center, les serveurs pour pouvoir justement mettre ça, tout ce qui est puissance de calcul et tout. Avancer. Voilà. Donc aujourd'hui, la société que je dirige, qui est PEX Data Center, qui est Pan-African Internet Exchange de la vision à l'action, qui gère également les premiers gateways de Starlink. Donc Starlink, je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc les gateways sont hébergés par PEX au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, on a déjà fini l'installation des antennes, des sites qu'ils ont pour pouvoir servir le client sur la partie Internet. C'est aussi une autre évolution sur les nouvelles technologies que nous avons là, parce qu'avec avec la fourniture d'un Internet qui est sans fil, forcément demain on peut commencer à imaginer des data centers qui peuvent être en orbite, parce que tout simplement il faut relier le data center à l'Internet. On pourra, par les satellites, relier les data centers à Internet par les satellites. Donc c'est des réflexions qui sont en cours également. Et c'est précisément pour cette raison que nous construisons aujourd'hui PEX Data Center au niveau du Sénégal. Donc c'est une infrastructure qui sera niveau tier 3 aux standards internationaux les plus exigeants ici à Dakar, et qui est financée notamment par des capitaux institutionnels qui sont africains, avec Africa 50 A50 qui est basé à Casablanca, qui est le fonds d'investissement de l'Union africaine et de la BAD. C'est une infrastructure qui est neutre vis-à-vis de tout opérateur. Donc nous, on est affilié à aucun opérateur. Il y a des data centers qui sont États, il y a des data centers qui sont opérateurs et d'autres qui sont propres à quelques institutions, à quelques entreprises. Les salles IT, je dirais, ouvertes à tous les opérateurs sans discrimination, parce que la souveraineté ne doit jamais être un prétexte au monopole. Donc PEX n'est pas une fin en soi, c'est juste une pièce d'un édifice plus grand, celui de l'économie numérique africaine. On peut... Voilà. Donc ce que aujourd'hui, ce que nous emportons à la suite de ce keynote, c'est de comprendre les enjeux qui sont liés aux données, à la souveraineté numérique et en trois aux opportunités qu'offre le digital. Aujourd'hui, la transformation digitale. Donc on a l'importance stratégique des données, la souveraineté numérique comme condition de la compétitivité, les opportunités également extraordinaires que représente l'économie numérique pour nos entreprises et nos pays. Je termine par une conviction. La souveraineté numérique n'est pas un point de départ. Ce n'est pas quelque chose que l'on décrète, ce n'est pas quelque chose que l'on vote. La souveraineté numérique est une récompense. La récompense qu'un pays reçoit lorsqu'il construit correctement ses fondations, une à une, dans le bon ordre, sans sauter d'étape, sans se raconter d'histoire. À Dakar, en ce moment même, avec les équipes de PEX et les autres data centers, c'est exactement ce que nous faisons. J'espère que ceux qui sont là et qui ont besoin d'hébergement nous rejoindront assez rapidement pour héberger les données. Donc merci beaucoup. S'il y a des questions ou des suggestions. Bon, sur Facebook spécialement, je ne sais pas comment ça se passe, mais par contre, dans le principe, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, on voit que l'utilisation que nous faisons de nos devices, du téléphone que nous avons. Derrière, on ne voit pas, on ne prend pas en compte ce qu'on ne voit pas. Maintenant, comment ça se passe? Il y a un peu partout dans le monde des data centers, des centres de données qui sont répartis. Et dans ces centres de données, il y a des serveurs de Facebook, des serveurs de Google, les GAFAM dont a parlé M. Diop ce matin, Google, Amazon, Facebook, Apple et autres. Et ils ont des serveurs. Chez Facebook spécialement, quand on poste une photo, cette photo
est mise dans les serveurs de Facebook qui ne sont pas, par exemple, encore au niveau du Sénégal. Les données dans ce cas-là, c'est la photo que vous partagez, qui est logée dans un serveur qui n'est pas au niveau du Sénégal. Et cette photo aurait pu être là parce que quand vous avez besoin d'aller voir cette photo, quand vous faites une requête, cette requête part de votre téléphone, passe par les réseaux fibres de l'opérateur chez qui vous êtes, Orange, Expresso ou Free, va dans le data center local où est hébergé le landing station du câble sous-marin, et ça reprend ce câble sous-marin-là pour aller jusqu'au serveur de Facebook pour revenir. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Par exemple, je suis assis à côté de vous, vous me demandez de vous envoyer un message WhatsApp, il ne passe pas de mon téléphone à votre téléphone. Il passe par un opérateur, il passe par un data center, il passe par les câbles sous-marins, il va au niveau de ces serveurs et revenir. Maintenant, un data center local, dans ces cas de figure-là, peut servir à héberger les caches de ces GAFAM. Aujourd'hui, vous prenez YouTube, une série sénégalaise par exemple qui passe sur YouTube, qu'on regarde tous les jours et qui parle Wolof. Un Indien, un Américain n'a pas besoin de le regarder. Ils n'iront jamais voir pourquoi, voilà, telle série sur... parce que tout simplement, ça ne les intéresse pas et ça ne parle pas leur langue. Ce qui peut se passer, c'est par exemple, s'il y a des data centers de standard mondial qui sont ici au niveau du Sénégal, ils peuvent discuter avec ces fournisseurs de contenu YouTube pour qu'ils amènent les caches au niveau du Sénégal. Alors, ramener les caches au niveau du Sénégal, c'est voir ce que les citoyens sénégalais utilisent le plus souvent. Vers quelle vidéo ils regardent. Ils peuvent le savoir, hein, parce qu'ils ont les adresses IP qui sont uniques et qui pointent des vidéos. Donc, ils peuvent se dire, ben, tiens, dans les 18 millions de Sénégalais, il y en a 3 millions qui ont regardé la vidéo de Messi. Donc, cette vidéo, je décide de la garder quand même dans mes serveurs de YouTube, mais de mettre une cache au niveau du Sénégal. Par contre, ils vont se poser la question, où est-ce que je peux le mettre au Sénégal? Est-ce qu'il y a des data centers de standard mondial qui sont certifiés ou pas? C'est ça qui va définir s'ils le mettent ou pas. S'ils le mettent ici, c'est tout, comme on dit, c'est tout bénéfice pour nous. Parce que en matière d'Internet, il y a le up et le down. Le up, c'est quand on envoie un message. Le down, c'est quand on reçoit un message. Donc on demande, on reçoit. Et dans cette demande-là, si le chemin est beaucoup plus court, on paiera moins à la fin de l'année. Et ça, c'est par exemple un exemple que je donne, que le data center peut servir à réduire les coûts de l'Internet, par exemple, chez un citoyen normal. Parce que tout simplement, vous ne payerez pas l'accès au câble sous-marin à l'opérateur. Parce que la donnée, elle est là. Sans compter maintenant tous les données locaux qui doivent être logées au niveau de ces data centers. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Il y a une autre question là. Les data centers, ça me parle beaucoup. Et ma question pour vous, c'est ça, vous encouragez la migration vers les data centers locaux, en tout cas en Afrique. Et je voulais savoir, avez-vous un exemple concret pour les PME qui souvent utilisent des services comme AWS, que ce sont des managed services, que tout est inclus pour eux? Comment, avez-vous des exemples sur qu'est-ce que ça leur apporterait, comment migrer vers un data center? Parce qu'un data center, c'est abstrait, on voit l'important pour le stockage des données, mais concrètement, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter plus concrètement, comparé par exemple à des services externes comme AWS ou Azure ou d'autres hosting services? Excusez de l'anglicisme. Ouais. Okay. C'est-à-dire qu'on peut avoir des ophtalmologues, des pédiatres, des gériatres et tout ce qu'il y a dans la médecine. Au niveau de l'hébergement, on a ce qu'on appelle le bâtiment, l'hébergement sec, qui est le bâtiment des racks. Et dans les racks,
on mettra des serveurs qui peuvent servir à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un start-up qui est chez AWS et qui veut venir être hébergé dans un data center, nous, on n'a pas les solutions de AWS. AWS est plutôt client des infrastructures que nous mettons en place. Ce qu'on peut rapporter en termes de bénéfices à un start-up, c'est de demander, par exemple, d'aller dire à AWS, écoutez, nous avons mis en place une infrastructure au niveau du Sénégal qui est de standard mondial et qui peut héberger les serveurs de AWS, de façon à ce que quand il sera hébergé ici, de la même manière que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, qu'on puisse réduire les temps de latence pour les startups, que les serveurs qu'ils ont achetés virtuellement soient proches d'eux et que tout simplement, surtout après au niveau des conformités, qu'ils puissent, s'ils par exemple interagissent avec l'État du Sénégal et qu'ils ont l'obligation de garder les données ici en local, de pouvoir le faire. Donc on est fournisseur de AWH, on est plutôt complémentaire pour pouvoir proposer une solution à la fin de la journée aux startups ou tous ceux qui l'utilisent, quoi. Mais aujourd'hui, à l'étape T, nous, on n'est pas encore fournisseur de cloud ni de cloud computing, on est fournisseur d'hébergement sec. Donc les clouds, on héberge AWS, YouTube, les grandes entreprises ou les petites et moyennes entreprises, s'ils veulent mettre directement leurs serveurs sur les baies. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Puis,